Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Aujourd'hui, le sujet de cette émission devrait inspirer les gourmets, mais aussi les poètes et les esthètes, puisqu'il s'agira d'un dialogue entre le thé et le vin, qui parleront au travers de deux experts, Zhang Yuhui, maître de thé, et Jean-Claude Berrouet, œnologue. Bonjour Zhang Yuhui, bonjour Monsieur Berrouet. Bonjour. Vous êtes réunis à Pékin pour un événement qui a lieu à la Maison des Arts Ishuba du 19 mai au 16 juillet. Et je vais commencer par vous présenter à notre public. Zhang Yuhui, vous êtes née à Taïwan. Vous êtes aujourd'hui la seule femme maître de thé au monde et l'une des plus connues. Dans les années 90, vous êtes venue vous installer à Paris où vous avez ouvert une boutique de thé, les 3T, dans le 5e arrondissement. Vous passez une partie de votre temps à parcourir la campagne chinoise pour dénicher des théiers qui donneront des liqueurs d'exception et vous travaillez également avec les plus grands de la gastronomie et de la sommellerie qui cherchent à s'initier au thé. Jean-Claude Berrouet, vous êtes originaire de la région de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, une région particulièrement connue pour ses vins. Vous êtes œnologue et ampélologue de formation et vous êtes particulièrement connu pour avoir travaillé en tant que vinificateur pour les célèbres vins de Pétrus pendant plus de 40 ans. Depuis 2008, vous avez pris votre retraite, mais vous continuez à vivre votre passion pour le vin en tant que consultant en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Chine, en Argentine, en Californie et en Israël. Alors nous allons tout de suite entrer directement dans le vif du sujet avec un petit film dans lequel nous vous verrons tous les deux discuter en dégustant du thé et du vin. Et dans le fruit, là, Alors, c'est, si vous voulez, les matières, quand c'est jeune, jeune pour eux, c'est fruité, c'est impressionnant. Mais c'est naturel, ça. Oui, c'est naturel. Mais en fait, je vous ai choisi un qui est vraiment le Iou, qui est vraiment tout en équilibre et qui est tout en douceur. C'est le millésime 2012, 2012, qui est en cours d'élevage, qu'on va mettre en bouteille au mois de juin prochain à peu près. Oui. Alors c'est amusant de goûter un vin dans cette phase-là. On n'a jamais l'occasion de goûter les grands vins dans cette période, on les goûte en bouteille. Et là, ils sont dans leur jeunesse, leur fraîcheur, leur devenir. Donc, comme c'est millésime de 2011. 2011. Oui. Alors, on voit que les feuilles sont encore vertes, vert foncé, et la liqueur, c'est une couleur jaune claire. Ça, c'est vraiment des notes de jeunesse de pu'er. Donc, on est complètement dans des notes végétales. Alors là, c'est racinaire. Il y a un côté rhizome. Voilà ce qu'est le rhizome. Et là, on a un côté rhizome, là, dans le nez ici. Et alors, c'est très curieux parce que quand c'était sec, on était dans une série fruitée d'une douceur et d'une sucrosité. Et là, on devient terrien un petit peu. Là, c'est amusant. Là, Parce que là, je dirais, il y a même les notes presque, voilà, amande et légèrement vanille. Et la vanille, évidemment, pas légèrement, elle est très présente, tout à fait. Enfin, en fait, je dirais, c'est vanille, en fait, qui est avec la gousse de vanille encore, qui n'est pas encore décortiquée. Voilà.
Comment faites-vous pour détecter des odeurs aussi précises? Là, j'ai relevé, vous disiez, des notes d'amandes grillées légèrement vanillées, en précisant il s'agit d'une gousse de vanille pas décortiquée, légèrement chauffée. Comment vous faites pour reconnaître une odeur aussi précise? Écoutez, je pense que ces données sont nées avec un nez qui est déjà assez développé. C'est un cadeau de mes parents. Et l'odeur, le parfum, le goût, ça a été toujours quelque chose qui me passionne. Donc depuis tout petit, on dirait que je vis à travers de mon nez. Voilà, je vois quelqu'un, première chose, je sens son odeur pour voir si j'ai apprécié ou pas. Enfin, je caricature. J'ai eu la chance de vivre, de grandir dans un environnement très naturel, plein de nature, plein de fruits, plein de fleurs, des jardins d'été, et c'est vraiment très intense. Alors, mon souvenir d'enfance, c'est toujours les parfums. C'est les parfums et les parfums et les parfums. Je pense que tout ça, ça fait que j'ai toujours une recherche qui est instinctive de parfum. Je pense entraînée de façon naturelle, et puis en plus c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Monsieur Berrouet, vous aussi, c'est quelque chose de naturel chez vous? Alors, naturel, oui, parce que vous savez que l'olfaction est un sens inconscient. On a conscience ou pas que l'on est en train de sentir. On l'a un peu oublié depuis l'homme préhistorique, bien évidemment. Et moi aussi, je suis comme médecin j'ai toujours senti. Alors c'est un sens primaire, et j'avais des repérages olfactifs tout le temps, donc c'était un peu inné. Puis ensuite, on le travaille, ça se travaille. Bien sûr, il faut avoir des références, et c'est comme jouer du piano. Oui, on a des prédispositions, et après il faut travailler. Alors j'ai travaillé avec des nez qui m'ont appris à travailler sur des gammes aromatiques pour faire des repérages. Et à titre documentaire, je ferai juste un tout petit rappel. Si on faisait faire un test au commun des mortels, les personnes qui arrivent à reconnaître une dizaine d'odeurs sont déjà très performants. Et un grand nez, il y en a une dizaine dans le monde, ils arrivent à en reconnaître. Ils travaillent sur 2000 substances. Alors, vous voyez, il y a une hiérarchie dans la connaissance des bases aromatiques qui est fascinante, qui est impressionnante. Mais vous croyez que, parce que vous avez tous les deux commencé très très jeunes, vous pensez qu'il faut avoir un don particulier ou naître dans une famille qui déjà travaille dans le vin ou le thé pour vraiment développer ses sens? Je pense que ça aide, mais bon, pas nécessairement, je pense. Ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Bon, là, maintenant, c'est comme on fait les courses. Bon, on est né pas égaux, de toute façon. Donc, si on s'entraîne, après, on va arriver à un certain niveau, c'est clair. Mais si le départ, on n'a pas une capacité qui est déjà, un potentiel, je pense que ça sera une petite capacité en travaillant. Inversement. Et vous cherchez à le développer toujours, cette Écoutez, capacité? je n'ai jamais pensé vraiment de le développer, puisque je le fais de façon vraiment naturelle. Puisque c'est vraiment ma façon de vivre, je dirais. J'aime bien sentir, j'aime bien manger, je suis très gourmand. Quand je vois des fleurs, quand je vois des choses, la première chose que je fais, c'est je sens. C'est comme ça, c'est ma façon de vivre. C'est la même chose pour vous? Mais c'est exactement la même chose, nous en avons déjà parlé ensemble, c'est instinctif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une odeur là, au milieu de nous, eh bien, il y a un problème de sensibilité. Tout le monde la sent, et il y en a qui en ont conscience ou pas. Alors ceux qui en ont conscience, on l'identifie. Et il y a un certain bonheur à faire du repérage. Donc instinctivement, voilà, nous sommes... Mais c'est un comportement animal, vous savez, c'est pas intellectuel comme comportement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est sûr. Et puis il y a un aspect ludique aussi, j'imagine. Quand je vous vois essayer de trouver le mot le plus précis, la référence la plus juste par rapport à une saveur. On a envie, quand on déguste, on a envie, évidemment, on a envie de décrire le plus précis possible.
j'ai vu que vous citiez des fois des choses, des noms de plantes ou de fruits que je ne connaissais pas. Ah. Vous avez vraiment une bibliothèque comme ça, très très étendue de références. Je pense, j'ai pas vraiment compté. Non, je pense que oui, puisque en permanence, je sens des choses, pas seulement dans le thé. D'accord. On va peut-être commencer tout de suite par procéder à une petite dégustation. Avec plaisir. On va commencer par le vin, c'est plus facile comme ça. On va faire ça. Alors, c'est un vin chinois de 2010 du château Wanzi 2010 qui est à base de Cabernet Sauvignon. Voilà. C'est quelle région, vous savez? Alors oui, c'est dans la région, la province de Shanxi. Je ne sais pas si je prononce bien. Shanxi, voilà. Et près d'une petite ville qui s'appelle Xiangning. Voilà, c'est une belle couleur. Voilà, c'est un vin qui est déjà évolué. Donc 2010. Vous allez participer à la dégustation. Avec plaisir. Je suppose, voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, pour aborder la dégustation du vin, il y a la dégustation, vous savez, elle est professionnelle, elle se fait en tant qu'amateur. Donc là, nous allons déguster pour le plaisir, mais il faut un tout petit peu d'initiation pour arriver à comprendre la démarche de la dégustation. D'abord, on regarde toujours, il y a l'œil qui intervient, le regard, et donc si on fait intervenir ce sens. Ce qui est intéressant, c'est de définir un peu si on a une référence chromatique, la teinte. Et là, vous avez vu, on est dans une teinte assez évoluée déjà. Le vin commence à devenir un peu brun. Et au fait, c'est moi qui parle du vin ou c'est vous? C'est vous, normalement. Moi, je pense que je suis là pour profiter. Voilà, oui. Parce que normalement, oui. C'est vous qui parlez du thé. Et moi, je parle du thé. Oui. Vous, allez, je vous laisse maintenant. Je vous laisse continuer. Alors, ça vraiment de façon qui est pas du tout professionnelle. C'est vraiment à ma manière. J'ai toujours dit parce que j'ai jamais eu la formation de vin, jamais. Mais c'est tout simplement mon analyse à moi. Hein. Mais si vous allez déguster en tant qu'amateur, les amateurs, ce sont ceux qui aiment. Et il n'y a rien de plus beau que l'amour. Alors l'amour à travers la dégustation. Voilà. Merci. Alors. C'est un vin qui a vraiment beaucoup de fruits noirs pour moi. Je sens déjà premier parfum, c'est le cassis. Le cassis mûr. Voilà. Et avec donc deuxième plan, on a un petit peu de criotte, hein, des cerises, mais principalement c'est cassis. Et c'est vraiment très, c'est comme un cocktail de fruits avec le baie. Beaucoup de fraîcheur, ce vin. Ah, j'aime beaucoup ce gras. Il est gras. Gras, oui. En fait, c'est l'attaque quand on boit. C'est enveloppant. On sent vraiment comme la texture de l'huile. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez, vous allez voir. C'est tout de suite le premier contact avec le palais. On a vraiment cette sensation qui est... c'est ça? Oui, qui est moelle, mais il y a vraiment une couche de gras, comme de l'huile dessus. Alors elle est en train de, juste si vous permettez, elle est en train de parler de la relation tactile que l'on a avec le vin. Alors nous, chacun a son vocabulaire. Et moi, j'aurais envie de parler de velouté, de soyeux velouté. Oui. On est dans un monde tactile parce que... vous avez dit moelleux. Moelleux, c'est la notion sucrée. Voilà. Alors que là, on est dans du tactile. Il y a un côté tendre, ouateux, etc. Voilà. Je trouvais les notes florales. Est-ce que c'est juste? C'est presque les fleurs de violette, mais. Alors moi, il y a une fleur que je sens, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il y a des notes légèrement épicées,
que l'on retrouve dans l'œillet. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, c'est une note, à part ces notes florales, tout autour, il y a une notion qui se développe. Je ne l'ai pas au départ, mais une fois qu'on s'est un peu tourné, j'ai trouvé des notes épicées qui évoquent un peu ce côté frésia. Vous voyez, le frésia, ça donne une note presque poivrée. Exactement, oui, tout à fait. Alors là, on est en train de s'amuser, là, vous voyez, parce qu'on décortique le vin, et ce sont des choses que l'on ne fait pas en permanence, parce que on fait presque une petite dégustation analytique pour le plaisir, et puis parce qu'on est entre nous, on va faire la même chose avec le thé tout à l'heure, pour montrer la diversité des composantes qu'il y a à l'intérieur d'un produit. C'est ça le merveilleux de la nature. La note des cranberries. Les cranberries, on dit en français peut-être. Les cranberries? Oui, en Canada. Je crois. En Canada, on trouve les baies qui sont rouges. Érel, je crois. Les Érel, oui, oui. Et des notes de grenade aussi. Mais tout ça, en fait, c'est tout autour de ces notes que je trouve de cassis et de mûre. Je ne sais pas si Jean-Claude, vous trouvez ça. Je suis tout à fait de cet avis-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce vin, on a la partie du fruit qui s'exprime, comme vous le disiez tout à l'heure, et non des ingrédients qui sont extérieurs, comme le bois, par exemple, qui peut dominer de temps en temps. Là, il est complètement effacé, intégré au vin, et il laisse la place aux fruits. C'est ce qui nous intéresse dans notre métier. Et est-ce qu'une question, ce vin-là, quand ça avancera dans la future, est-ce que les notions de bois, est-ce que ça se dessinera plus tard ou pas? Parce que c'est assez fondu. Hein, oui, c'est fondu, et avec le temps, il disparaîtra de plus en plus, normalement. Plus en plus. Oui, oui, tout à fait. Donc il restera vraiment sur des notes de fruits. Le fruit, l'aspect vineux, le côté vineux, et des tanins du vin. Ce sont les constituants du raisin plus que les constituants extérieurs. J'ai lu qu'en tant que vinificateur, vous cherchiez à laisser faire la nature, que c'était un petit peu votre façon de considérer votre métier. Vous vouliez essayer de ne pas trop intervenir, comme vous le disiez vous-même, comme un chef d'orchestre qui respecte la partition en quelque sorte. Oui, alors ça c'est une chose à laquelle je tiens énormément, et ça nous nous regardons parce qu'il va en être de même pour le thé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est merveilleux dans notre métier ? C'est lorsqu'on sert un vin qu'il ait la capacité de raconter une histoire, une très belle histoire. C'est un messager d'un lieu, d'un climat, de cépage, d'une tradition. Et là, il nous fait voyager, le vin. Si on crée des standards issus d'une technologie ou d'un process industriel qui va nous faire arriver sur un produit qui va être un peu banalisé, même s'il est très bien fait, très équilibré, il ne nous raconte pas d'histoire. Et il faut qu'il ait une personnalité, qu'il ait une carte d'identité. C'est ça la beauté de notre métier. C'est pour ça que l'homme doit être discret. Il doit laisser s'exprimer la nature avec tout ce qu'elle a de génial, mais elle a ses limites. Et l'homme est là pour un peu légèrement la guider, pas la maîtriser, mais la guider pour la mettre sur des voies, pour donner la plus belle expression au produit qu'on élabore. C'est la même chose pour le thé alors? Je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude, c'est vrai. Industrie de thé existe depuis un moment, mais eux ils font des spécialités dans le thé. En ce qui concerne mon domaine, c'est-à-dire fabriquer le thé artisanal, bon là, de toute façon, aucun thé est pareil. Dans le même jardin, ça dépend les conditions climatiques, ça dépend la matière, ça dépend plein de choses. Il faut vraiment entièrement à l'écoute de la matière première, et puis par la suite, on les aide à réaliser, à sortir à son âme. C'est ça qui est beau dans le thé artisanal. Vous nous avez apporté du thé. Qu'est-ce que c'est? C'est un thé qui vient de Taïwan, qui est vieilli. Donc il s'agit millésime de 1976, voilà, qui est en fait fabriqué par mon grand-père et qui a été vieilli depuis longtemps dans la maison natale. Qu'est-ce que c'est comme sorte de thé?
Ah ben c'est un houblon. Houblon. C'est une sorte de houblon qui est vieilli. Et en fait, bon, ce qu'on disait justement, l'été se vieillit, enfin c'est souvent les puers qui se vieillissent, ou alors, encore moins connu, les grands houblons. Ça c'est vieilli aussi. Puisque ce type de thé, je pense qu'à une condition qu'ils ont un grand fond, il y a un grand potentiel, comme les puers. À ce moment-là, ça vieillira bien. Donc justement, c'est le cas de ce Dong Ding Oolong de 1976. Est-ce qu'on peut le goûter maintenant? Tout à fait. C'est un thé qui donne un parfum vraiment très complexe. Donc c'est pourquoi j'ai 2 tasses. Là, il y a une tasse haute qui sert pour analyser les parfums et une petite tasse pour boire. Vous chauffez un petit peu le récipient avant? Oui. Parce que Dong Ding, surtout cette année, 76 en fait, c'est une récolte hiver. Et en fait, les feuilles sont beaucoup plus épaisses. Pour libérer tous les arômes, il faut vraiment que ce soit très très chaud. Comme ça, on peut avoir un bouquet plus complexe. Ok, vous allez voir. Merci. Oui. Vous connaissez le principe pour la dégustation de houblon? Non, pas du tout. Alors je vous explique pendant que je fais une deuxième infusion. La tasse à sentir, on va faire en deux étapes. Première étape, donc vous allez sentir dans la tasse pleine pour sentir le bouquet. Ensuite, vous allez vider la tasse à sentir entièrement dans la tasse à déguster et vous prenez tout de suite la tasse vide pour sentir l'évolution de parfum. Et vous verrez, vous allez voir, le parfum évolue vraiment très 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 vite. Hein. Donc peut-être je vous laisserai la parole quand on dégustera. Hein. Donc je vous en prie, déjà vous pouvez sentir la tasse pleine pour attraper son parfum général. Il y a une petite odeur de vanille. Ah. Vous voyez, dès que vous êtes en éveil, vous y mettez tout simplement. Et là, le sujet qu'on aborde, tout simplement, c'est l'initiation. Tout d'un coup, on fait prendre aux gens conscience qu'il y a un environnement olfactif et la vie devient merveilleuse parce qu'on a un autre regard sur les choses qui nous entourent. Et on est dans une société de violence, de précipitation. On ne prend pas le temps, on n'a pas la patience, alors que dès qu'on est dans le monde des parfums, c'est le monde. Ça devient intime. Et je pense que quand on se vide, vous verrez, vous avez face à un thé comme ça, il vous raconte de toute façon son histoire. Alors, il évolue. Moi, tout à l'heure, j'avais des bulbes. Vous vous souvenez de l'iris? Oui, l'iris. On en avait parlé. Et puis moi, je suis dans le monde du tabac aussi. Je suis un peu dans le monde du tabac brun, là, qui est... Des feuilles de tabac et aussi des notes de fruits secs. Abricot sec. Abricot sec, c'est séché au soleil. Vous voyez qu'il n'y a pas de soufre à rajouter pour retenir la couleur orange bien vive. Là, c'est pas bon, mais séché au soleil naturellement. Là, vous avez cette note abricot, oui, tout à fait. Vous avez évidemment les pêches séchées aussi. Et moi, j'ai même la figue, là, ici. La figue Bravo. sèche. Oui, c'est les figues. Je l'ai, la c'est vraiment figue son parfum, son cœur, quoi. Ah, mais je la figues sens séchées. Maintenant que vous me le dites. Alors voilà, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où on a une culture aromatique et que l'on peut envoyer des messages, et aussitôt, et vous allez voir, très vite ça arrive, parce que le problème, c'est l'identification. Vous savez ça, puis on a du mal à mettre un... Et on vit de là, après. Oui, voilà. Puis c'est comme une machine, hein. Une fois qu'on s'est lancé, c'est lancé. Hein. Voilà, sentez dans la tasse vide, vous verrez. Là, la tasse vide. Vous voyez, ça évolue très très vite là. On est vraiment sur des fruits secs. Bon, il y a une légère note de torréfaction, mais après ça passe. C'est la figue, le pruneau. Et puis on devient aérien. Oui. On devient aérien. On a perdu la relation un peu de la matière
parce qu'on sentait, on avait presque des odeurs qui feraient penser au cuir un petit peu. De vieux cuir. De vieux cuir. De vieux cuir. Et là, il a disparu, il devient très aérien. Là, c'est... Et moi, je pense que peut-être, comme je ne l'ai pas là, je suis en train d'infuser, vous devez peut-être avoir le parfum. Donc justement, vous avez évoqué tout à l'heure la vanille. Voilà, vanille qui est déjà décortiquée et qui se tourne vers le caramel. Vanille, crème, vanille, et qui se caramélise. Et alors j'ai autre chose, j'ai la cendre. Oui. La cendre, la l'âtre de cheminée, oui, la cendre. Oui. Là, je l'ai en plein. Là, alors, il y a une note, peut-être vous n'avez pas vu parce que c'était passé vite, c'est une note de camphre. Ah oui, bien sûr. Boisé, camphre, résine. C'est presque résineux. Oui, c'est ça. Résineux. C'est résineux. Oui. Et les notes de aubépine séchée, en chinois on dit shanzha. Ah oui, les petits fruits, oui, tout petits séchés là. Oui, c'est ça. Il y a même la note acidulée justement dans ce bouquet qui évoque donc la compote de la pomme et le rhubarbre. Vous voyez, et quand on fabrique ça et qui dans le fond de casserole qui se caramélise un petit peu, vous voyez, c'est ces notes là qui commencent à développer. Quand on rentre dans le monde de la dégustation, mais c'est comme si on abordait la notion de peinture ou de musique, on pénètre dans un monde qui est d'une grande complexité et c'est une forme de lecture, on apprend à lire. Regardez, on parlait d'architecture tout à l'heure, et les architectes parlent de la lecture d'un bâtiment. Vous avez, quand on rentre ici, il y a une lecture. Donc, de suite, on rentre dans un monde, et un monde qui s'ouvre petit à petit. Alors, si on a des clés qui nous permettent d'ouvrir plein de portes, là, on est dans le monde ou du tactile, ou de l'olfaction, et là, on s'aperçoit qu'on a un regard qui est d'une grande richesse, qui s'enrichit. Enfin, on est dans un monde d'une grande richesse. Et que le thé, c'est pas quelque chose de simple. Le vin, c'est pas quelque chose de simple. Mais c'est comme le monde, rien n'est simple. Et là, on est un peu dans la poésie, on est dans la sérénité, on est dans le plaisir. En vous écoutant, j'ai eu l'impression d'entrer dans une forêt puis de découvrir les arbres toujours plus nombreux les uns derrière les autres. Oui, mais c'est un monde complexe, mais c'est vrai que bon, quand on déguste, de toute façon, vous voyez très vite, on est pris par le charme de produit. C'est le produit qui nous parle après. Alors nous, on le laisse faire. Et alors le thé, le temps d'infusion est très important, je vous l'ai expliqué. Et c'est l'équilibre entre le support tannique et l'expression aromatique. Oui. S'il y a trop de tanin, il devient amer et c'est au détriment de l'expression aromatique. Si il n'est pas assez infusé, il n'y a pas de support et il y a un côté un peu évanescent. Pour le vin, c'est exactement la même chose. On doit avoir un support tannique qui ne doit pas être dominant. Il doit être là, d'une manière très harmonieuse, très intégrée. Il permet à toutes les composantes aromatiques de s'exprimer, mais en harmonie avec la matière. Or, dans les dégustations qui sont faites un peu trop souvent, j'allais dire, on juge la matière. Alors, plus il y a de matière, plus c'est bien. On est dans un monde de violence. La matière, qu'est-ce que vous voulez dire ? Matière, les tanins, il y a beaucoup de tanins. Donc, il ne faut pas aborder les choses d'une manière quantitative. C'est d'une manière qualitative, la qualité des choses et non leur quantité. C'est pas parce que la musique fait du bruit qu'elle est bonne. C'est pas parce que la couche de peinture est épaisse que Et dans notre monde du thé et du vin, c'est exactement le même langage que nous devrions avoir. Alors on aurait pu continuer très très longtemps comme ça, c'était vraiment un plaisir de vous écouter tous les deux parler du thé et du vin. Je vous remercie Zhang Yuhui et Jean-Claude Berrouet d'être venus dans cette émission et je rappelle que vous êtes ici à Pékin pour participer à un événement qui a lieu à la Maison des Arts Ishuba jusqu'au 16 juillet, une exposition sur le thé et le vin que je recommande à tout le monde qui vaut vraiment le coup d'être vue. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Parlons-en.